Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Les Russes ont-ils eu raison de pénétrer en Ukraine? Le Donbass est-il russe ou ukrainien? La Crimée est-elle russe ou ukrainienne? Qui le sait? Y a-t-il une réponse à ces questions? Et surtout, nous, Français ou Européens, pouvons-nous répondre objectivement à ces questions? Ce qui compte vraiment pour nous en tant que Français, c'est ce que nous allons gagner ou perdre dans ce conflit. C'est comment nous réagissons vis-à-vis de cette situation. Ces réactions nous apprennent ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. J'ai choisi 5 sanctions anti-russes, les plus importantes, mais aussi certaines qui sont moins connues et moins spectaculaires, afin d'évoquer toutes ces problématiques. Et aussi pour vous dire ce qu'une personne comme moi, favorable à cette alliance entre l'Europe et la Russie, pense de ce conflit et comment j'envisage l'avenir. Se servir des handicapés pour jouer la vertu offensée, c'est une grosse corde qui est souvent utilisée par les médias et que je déteste, et je vous rassure, je ne vais pas m'en servir. Quand le Comité international des Jeux paralympiques a décidé d'exclure définitivement les athlètes handicapés russes des Jeux paralympiques, ma première réaction, ça a été vraiment la surprise. Quand cette mesure est prise, c'est le début de l'offensive russe en Ukraine, et c'est à ce moment-là que tout le monde veut prendre sa mesure anti-russe. D'ailleurs, prendre des mesures anti-russes devient quelque chose de pratiquement viral, un petit peu comme les challenges TikTok. Tout le monde veut faire comme son voisin et vous avez des mesures anti-russes qui sont annoncées dans le monde entier pratiquement tous les jours. Tout le monde veut être là à dire « j'ai pris ma mesure anti-russe ». Alors évidemment, on va tomber dans le grotesque avec les chats russes par exemple, les chats qui sont exclus des concours félins des plus beaux chats du monde, les Québécois qui veulent débaptiser leur plat national, puisque leur plat national c'est la poutine, et évidemment ça ressemble à Vladimir Poutine. Tout ça a montré une immaturité émotionnelle totale des peuples de l'Ouest, essentiellement, et on voit que le temps passe et malgré le progrès technique, les peuples restent toujours aussi bêtes et toujours aussi malléables et sensibles aux médias, aux propagandes nationales. On a vu que les médias, avec l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux, je parlais de TikTok, peuvent enflammer des centaines de millions de personnes, des peuples entiers en un rien de temps. Et où les États sont coupables, où pour moi ils ont ouvert une boîte de Pandore, c'est qu'ils n'ont pas condamné tous les excès, toute cette enflammation mondiale. Parce que effectivement, je pense que les États ils peuvent plus rien faire contre les excès des réseaux sociaux, ça leur échappe complètement. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est condamner tous ces excès. Parce que aujourd'hui, c'est cette année, on va dire l'année 2022, c'est la Russie. C'est la Russie qui a été qui a subi, alors surtout des pays occidentaux, qui a subi toute cette opprobre, toute cette détestation que des gens par millions ont relayée à travers les réseaux sociaux. Cette année, la Russie, mais demain, la France peut-être. Imaginez la France, l'armée française qui fait peut-être une bavure dans un pays où elle opère, la France qui est obligée de prendre des mesures impopulaires à l'échelle mondiale pour se défendre, enfin tout peut arriver. Et imaginez maintenant que ce soyons nous, Français, qui devions subir cette haine mondiale qui est relayée par les réseaux sociaux. Surtout que les Français, ils ont ce besoin pratiquement pathologique d'être aimés du monde entier, ça peut devenir très difficile pour eux si on devait subir ça un jour. Alors j'en reviens à mes sportifs, mes athlètes russes et handicapés. Est-ce que l'Occident n'est pas censé être le camp du bien? Est-ce qu'on ne s'est pas littéralement autoproclamé le camp du bien? Est-ce qu'au milieu de ces centaines de mesures anti-russes, qui vraiment font vraiment souffrir les civils russes, qui n'en peuvent mais, de toute cette guerre, est-ce que vraiment au milieu de toutes ces sanctions, on ne pouvait pas faire une exception? Une exception pour des handicapés physiques qui veulent faire du sport. Est-ce qu'au moins on ne pouvait pas faire comme par exemple pour les tennisman? Les tennisman russes, Medvedev, Khachanov, Rublev, bon, ils ont continué à participer à certains tournois, mais pas à Wimbledon, mais alors ils ne jouent pas sous leur couleur. C'est-à-dire quand on voit leur nom, ils ne sont pas considérés comme russes, ils sont juste considérés comme des joueurs neutres. Alors je trouve ça
extrêmement vexatoire, mais à la limite, c'était peut-être une solution pour les athlètes paralympiques. Et donc, il n'y a eu absolument personne dans ce camp du bien, ce camp de la démocratie, ce camp des droits de l'homme, ce camp de la liberté, ce camp du progrès, ce camp de l'état de droit, ce camp de tout ce qui est devenu formidable dans le monde, de tout ce qui est bien. Il n'y a eu personne pour dire « Allez, on laisse faire les handicapés, les sportifs handicapés ». Il n'y a eu personne pour dire ça. Et ce qui est même fou, c'est qu'il n'y a même pas eu un spécialiste de la communication, même quelqu'un de machiavélique, de stratégique, complètement hypocrite, qui tout simplement disent « Oui, on va montrer quand même qu'on est gentil, on va montrer qu'on est les bons, et on va laisser faire on va laisser aux athlètes russes handicapés, on va les laisser faire leurs épreuves. » Pour dire que, vous voyez, les Russes font la guerre, mais nous on laisse leurs handicapés faire les épreuves, car on est les gentils. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a eu le courage de faire ça, tellement c'était vraiment la curée, quoi. C'était les loups, ils ont hurlé à la mort tous ensemble, personne n'a osé ne pas hurler avec les loups. Et là, on peut vraiment dire honte au camp du bien, honte au camp de l'Occident, honte au camp de l'OTAN. Donc un syndicat, le syndicat Sud Éducation en Vendée, a demandé à débaptiser un collège qui s'appelle Alexandre Solzhenitsyn pour le remplacer par un anarchiste ukrainien qui date de l'époque de la révolution bolchevique, c'est Volyn. Cette débaptisation ne s'est pas faite et on peut penser aussi que bon, c'est une mesurette, c'est pas bien grave. Et pourtant, moi je trouve que cette proposition, donc même si elle n'a pas abouti, elle montre quelque chose de très grave. C'est la méconnaissance totale de l'histoire de la Russie et de l'URSS. Et ça, au niveau de l'Europe, au niveau du camp de l'Occident, c'est très grave parce qu'il y a des mesures, depuis des dizaines d'années, il y a une politique anti-russe qui est faite, basée justement, si je puis dire, basée sur cette méconnaissance totale de ce qu'est la Russie et de ce qu'est l'URSS. Et songez donc aux États-Unis, alors eux ils sont vraiment hors concours niveau débilité, dans une université, ils ont débaptisé une salle d'études qui s'appelait Karl Marx. Mais Karl Marx n'était pas russe. Donc c'est quand même incroyable de rien comprendre à ce point. Qui est Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, il s'engage dans l'armée rouge en 1941, il va devenir officier dans l'artillerie et donc il va être arrêté sur le front, en Prusse orientale, en 1945, alors donc il commande une batterie d'artillerie. Il est arrêté parce que dans une correspondance privée avec un ami, il critiquait le régime, il se plaignait que Staline avait trahi Lénine, il avait des mots durs pour Staline et pour le régime. Donc il a fait 8 ans de goulag, de 1945 à 1953, et il n'y a pas de remise de peine dans le système du goulag. Solzhenitsyn, c'est un Russe. Un Russe qui est arrêté, puisqu'il a dit du mal de Staline, le géorgien. Il est arrêté par le NKVD commandé par un autre géorgien, Beria, NKVD qui succède à la Tchéka, donc la police politique, la Tchéka, donc créée par un Polonais, Dzerzhinsky. Des millions et des millions de citoyens soviétiques vont être envoyés au goulag. Des millions vont y mourir, et d'autres vont en sortir. Et ce sont des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Lituaniens, des Estoniens, des Lettoniens, des Kazakhs, des Tchétchènes, des Kirghizes, des Arméniens, des Géorgiens. Ce sont toutes ces nationalités qui vont être envoyées au goulag. Pour le goulag, il n'y a aucune préférence nationale. Toutes les nationalités vont souffrir du goulag. Et quand Solzhenitsyn sort du goulag, il n'a qu'une envie, c'est de dire qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui s'est passé. Il veut dire voilà ce qui se passe au goulag. Parce que des millions de citoyens soviétiques donc, entrent au goulag et en ressortent, et quand ils en ressortent, ils doivent se taire, ils cachent qu'ils sont allés au goulag, parce qu'après ils sont relégués dans certaines régions,
leur famille a des ennuis, ils ne peuvent pas trouver de travail, donc c'est très difficile et vous avez ces millions de personnes qui vont continuer à souffrir toute leur vie une fois qu'ils sont sortis du goulag parce que justement ils ont été des prisonniers. Et Solzhenitsyn, il veut donner une voix à ces millions de personnes, il veut témoigner, il veut dire qu'est-ce qui s'est passé. En 1962, dans le journal Novy Mir, alors avec l'approbation de Nikita Khrouchtchev, va sortir donc le roman de Solzhenitsyn donc, qui s'appelle Une journée d'Ivan Denisovitch. Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est la journée d'un zèque, donc un prisonnier du goulag, un zèque ordinaire, du matin jusqu'au coucher, et ça se passe dans un camp en Sibérie. C'est un roman extraordinaire, vraiment c'est un chef-d'œuvre, et je vous invite tous à le lire absolument. En 1973 va sortir par contre de manière clandestine et à l'ouest l'archipel du goulag, et donc en 1974 Solzhenitsyn va être déchu de sa nationalité soviétique et il va être expulsé du RSS. Et en 1962, donc peu après la sortie du roman dans la revue Novy Mir, en fait le journal va recevoir des dizaines de milliers de lettres de Russes, d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Tchétchènes, de Géorgiens, de toutes ces nationalités de l'Empire soviétique qui sont passées par le goulag et enfin il y a une personne, enfin ils peuvent se regrouper et se dire oui j'ai vécu ça, oui moi aussi j'ai vécu ça, oui moi aussi je me reconnais dans ce zèque. Donc Solzhenitsyn, il a été expulsé en 1974 et en 1994, après la chute de l'Union soviétique, il décide de retourner en Russie. Et c'est en Russie qu'il va finir ses jours. Solzhenitsyn, c'est un Russe qui aime la Russie, qui aime les Russes, mais est-ce qu'on peut reprocher à un Russe d'aimer la Russie? C'est là que, quand on connaît la vie d'Alexandre Solzhenitsyn, quand on a lu tous ses romans, voir un groupe de syndicalistes qui veut débaptiser un collège qui porte son nom, mais en fait on est complètement abasourdi et on se dit que ces personnes-là n'ont absolument rien compris. Ils ont peut-être vu une photo de Solzhenitsyn à côté de Poutine et puis ça leur suffit. Donc c'est vraiment scandaleux. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai vraiment eu envie de vomir, quoi. Ça m'a vraiment donné envie de vomir. Alors vous allez dire que je choisis que les petites mesurettes, rassurez-vous, les deux dernières, ça va concerner les armes et l'embargo sur le pétrole et le gaz. Mais ces petites mesurettes, moi je les ai choisies car elles sont vraiment parlantes. Donc cette mesure, c'est Facebook, alors toujours dans les délires du début de la guerre, c'est Facebook qui a autorisé les messages haineux, anti-russes, et autorisé les appels au meurtre contre Vladimir Poutine, contre des généraux et contre les soldats russes. Donc Facebook qui est toujours à essayer de combattre contre les messages haineux, Facebook a officiellement autorisé ce genre de messages abominables. Alors dans le même ordre d'idées, on a eu droit, moi je lisais sur Le Figaro, on a eu droit aux exploits d'un Canadien qui est allé faire la guerre pour aider les Ukrainiens, donc un Canadien sniper, et qui se vantait de tuer 100 Russes par jour. Et vous avez vu comme les pertes russes étaient annoncées dans les médias comme si vraiment ça devait tous nous rendre heureux, comme si c'était formidable que des Russes meurent. On se serait cru en 1914 avec des communiqués pour nous annoncer qu'on était en train de tuer les Boches par milliers et qu'ils n'arriveraient pas à nous envahir. Alors évidemment, si un ennemi pénétrait en France, moi je serais pour qu'on soit impitoyable et qu'on essaye de le détruire au maximum. Mais à ce que je sache, les Russes, ils ne sont pas rentrés en France, ils sont rentrés en Ukraine. Donc je n'ai pas compris cette espèce de jubilation vraiment malsaine sur les pertes russes. Et où on a atteint le pompon, c'est quand même quand il y a un bateau, un navire de guerre russe qui a été coulé dans la mer Noire, hein, donc par un missile sûrement tiré d'Ukraine, par un missile ukrainien, et on était là à spéculer sur le nombre de matelots qui ont pu mourir dans ce bateau. Est-ce qu'ils étaient 500, 1000? On est là, on nous a dit non, ils sont 2000. Et donc on doit se réjouir que 2000 jeunes Russes soient morts noyés dans un bateau. Je trouve ça abominable. Est-ce qu'on a décidé de descendre au niveau de la bête sauvage?
Est-ce que vraiment, si les Ukrainiens arrivaient à reprendre le Donbass, les rivages de la mer Noire, est-ce que vraiment ça va changer la vie des Français? Est-ce qu'on pourra vraiment dire on va danser dans la rue la Carmagnole en disant ça y est, la liberté a triomphé? Alors moi, cette haine du russe, quelque part elle m'interroge, elle est tellement profonde. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que alors l'Europe elle est dominée, le monde occidental il est dominé surtout par les courants anglo-saxons, allemands, français. Alors les anglo-saxons, les allemands, et puis nous français, la partie descendante des francs, on est tous des peuples d'origine germanique. Alors on sait qu'il y a plusieurs siècles, alors peut-être même il y a plusieurs milliers d'années, ces peuples germaniques ont été en guerre avec les peuples slaves, et puis ça nous est resté, c'est inscrit dans notre ADN de ne pas aimer les Slaves. Alors même si évidemment, bon, les Ukrainiens sont des Slaves, mais bon, alors les Russes, on dirait que c'est le pompon. Non mais c'est vrai, c'est à se demander si c'est pas un reste, hein, justement inscrit dans nos gènes, cette peur des invasions barbares, qui fait qu'on n'aime pas les gens de l'Est. Hein, on n'aime pas les Slaves, on n'aime pas les Roumains. Alors les Roumains ne sont pas des Slaves, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, les Ukrainiens, pour le moment, ce sont nos héros, ce sont les héros de la liberté. Mais une fois qu'ils vont intégrer l'Union européenne, vous allez voir que ça va changer. Ça va changer comme on a fait avec les Polonais, comme on fait avec les Roumains. Et je pense que aussi, une fois qu'on aura oublié la guerre, on commencera aussi à les déprécier et à les maltraiter. Évidemment, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens, qu'il y ait des médias, qu'il y ait des courants de pensée qui sont pro-ukrainiens. Vous avez des dizaines de raisons d'être pro-ukrainien. Ça peut aller tout simplement, vous connaissez des Ukrainiens, vous avez de la famille en Ukraine, vous avez visité l'Ukraine, vous avez des raisons géostratégiques qui vous font penser que l'Europe s'en sortira mieux avec l'Ukraine et sans la Russie. Vous pensez que c'est une question de droit. Moi, je trouve tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui, en leur âme et conscience, se disent « moi, je suis pour l'Ukraine ». Mais 100% à ce point, dans les personnalités, dans les think tanks, dans les médias, que tout le monde soit anti-russe, ça, je trouve ça pas normal. Même pendant nos élections présidentielles, il n'y a pas eu un homme politique pour essayer de dire essayons de savoir ce que veulent les Russes, ou alors écoutez, moi avant le conflit j'étais pro-russe et maintenant je ne le suis plus, au moins dire ça. Non, vraiment c'était ah non, moi j'ai jamais été ami avec les Russes, tout le monde a fui les Russes. Donc imaginez, moi je suis favorable pour une alliance avec la Russie pour des raisons géostratégiques, parce que je pense que l'Union européenne elle pourra maintenir son niveau que adossée à une grande puissance. Et quelle meilleure grande puissance qu'une grande puissance qui est aussi en Europe et qui est à côté de nous et avec qui on a des liens historiques. Bon, donc moi je suis extrêmement malheureux parce que je sens qu'on va être coupé des Russes pendant très longtemps. Et la russophobie absolue aussi, je la comprends pas dans un sens où, même par exemple quand il y a eu Daesh, il y a des gens qui ont voulu commencer à philosopher sur Daesh en se disant bah oui, pourquoi pas, ils ont peut-être une légitimité, il faudra traiter avec eux, surtout quand ils ont émis des pièces en or, hein, le califat avait émis des pièces en or. À partir de là on avait dit bon ben ça devient un État, ils frappent monnaie, on va peut-être devoir parler avec eux. On a aussi philosophé sur les auteurs des attentats du 13 novembre, en se demandant pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qui a bien pu les pousser. Il y a des gens qui ont dit vous n'aurez pas ma aide. Voilà, des personnes essayent de comprendre, essayent de savoir. Al-Qaïda, les talibans, bon, il y a des personnes qui essayent de savoir, tiens, le principe du yin et du yang, vous savez, même dans l'obscurité, il y a de la lumière, il ne faut pas tout rejeter. Et même normalement, c'est le principe de base d'un journaliste. Quand il voit la foule qui condamne sans retenue, sans nuance une idée, lui justement pour dire « Ah ben attendez, moi je ne suis pas le nœud de service, moi je suis un journaliste. Même dans ce qui n'est pas bien, j'arrive à voir du bien, je suis au-dessus de l'opinion générale, l'opinion publique générale. » Là, rien du tout. Rien du tout. Tout le monde était à fond anti-russe. Et ça, je vous dirais que pour moi, ça restera le plus grand mystère de toute cette situation. Donc on arrive aux grosses sanctions, hein, comme je vous disais, ces ventes d'armes, ces aides militaires, ces dons d'armes que nous faisons à l'Ukraine. Alors, ce ne sont pas vraiment des sanctions anti-russes,
mais c'est une mesure anti-russe. Donc les dernières aides, au moment où j'ai fait cette vidéo, ce sont donc les 3 milliards de dollars que les USA vont donner à l'Ukraine pour qu'elle puisse acheter des armes. C'est la France qui va faire don de canons César, qui sont des armes extraordinaires, hein, qui ont une portée de 40 km avec une précision formidable et qui peuvent tirer 6 coups à la minute. L'Angleterre qui, elle, va fournir l'Ukraine en drones sous-marins pour faire la guerre contre les mines. La seule chose qu'on n'a pas encore faite, c'est d'envoyer des soldats pour se faire tuer là-bas. Alors pourquoi cette aide financière, moi je la trouve odieuse et scandaleuse? Parce que nous refusons de dire que nous sommes en guerre avec la Russie. Nous sommes en guerre avec la Russie. Nous armons l'adversaire de la Russie, nous l'armons lourdement. Nous ne l'armons pas pour qu'il se défende, nous l'armons pour qu'il passe à l'offensive. Donc nous avons choisi notre camp militaire. Donc nous sommes bel et bien en guerre militaire contre la Russie. Et la question la plus importante, c'est au nom de quoi? Au nom de quel traité? Au nom de quelle souveraineté populaire? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Est-ce que des traités ont été violés? Au nom de quelle histoire et quelle amitié passée avec l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre à la Russie? Les Suédois, qui ont été toujours farouchement indépendants, vont rentrer dans l'OTAN. Est-ce qu'on a demandé aux Suédois leur avis? Est-ce que les Suédois veulent vraiment rentrer dans l'OTAN? Mais leur gouvernement a choisi pour eux. Mais comment la Suède peut imaginer que la Russie va l'attaquer? Mais d'ailleurs, comment l'Europe entière peut-elle avoir peur de la Russie? Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que la Russie n'attaquerait pas. Je maintiens toutes les vidéos que j'ai faites sur la Russie. Et je maintiens évidemment, la Russie ne va jamais attaquer les forces de l'OTAN. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une bataille entre Slaves pour des territoires qui n'intéressent que les Slaves. Mais jamais la Russie va attaquer l'OTAN. Moi, au début de l'attaque, j'ai entendu des trucs délirants, j'entendais les gens parler autour de moi. Si les Russes débarquent, je vais chez ma mère à la campagne en Auvergne. Si les Russes arrivent, je pars au bled. Mais enfin, mais c'est délirant. Est-ce que vous avez vu les cartes? Vous imaginez la Russie? Enfin, vous avez vu, on s'est rendu compte d'ailleurs, c'est très instructif, cette guerre, la difficulté des guerres modernes, la difficulté de l'offensive. Donc vous imaginez les Russes quand vous regardez la carte, mais comment ils pourraient faire pour traverser toute l'Ukraine, traverser la Roumanie, la Pologne, tous ces pays pour débarquer un jour sur les Champs-Élysées à Paris? Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Les gens ont perdu la mesure face à ces événements. Ils ont perdu leur sang-froid en tout cas. La chose la plus sensée que j'ai entendue, c'était sur BFM Business le 1er mars. Il y avait Thierry de Montbriard qui était interviewé. Thierry de Montbriard, c'est le président de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Et voilà ce qu'il a dit. La chute de l'URSS il y a 30 ans, elle s'est faite sans un mort. La chute de l'URSS, c'est la chute de l'Empire russe. Est-ce que vous avez déjà vu un empire aussi grand que la Russie qui se disloque sans un mort? Il y a 30 ans, je vous aurais dit que pour un empire qui se décompose comme ça, s'il n'y a pas de conséquences à ce moment-là, il y aura des conséquences différées. Nous sommes en plein dans ces conséquences. Et il a tout à fait raison. Et ce qui est très important, c'est justement, il dit, ce n'est pas seulement l'Union soviétique qui s'est décomposée, c'est l'Empire russe. C'est l'Empire russe. La Russie, elle a perdu des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui appartenaient à son empire bien avant l'Union soviétique. Et donc moi j'adhère. Les guerres, qu'est-ce que c'est? Il y a eu énormément de guerres quand les frontières elles sont mal définies. Et donc en 1991, s'il y avait eu la guerre à ce moment-là, en 1991, l'Union soviétique se décompose, et puis finalement tous les peuples refusent finalement ces frontières qui sont les frontières administratives de l'Union soviétique, mais qui ne sont pas des frontières forcément historiques ou de peuple. Et s'il y avait eu la guerre à ce moment-là en 1991, mais qu'est-ce qu'on aurait pensé? Mais on aurait dit on s'en fout, c'est tous ces Ruskov qui se font la guerre entre eux, qu'est-ce qu'on en a à faire? À l'époque, les gens, ils ne savaient même pas qu'il y avait des Biélorusses, qu'il y avait des Ukrainiens, ils disaient oh les Russes, les Ruskov. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette guerre maintenant. Et nous, on ne peut rien faire, on doit observer et attendre. Donc il est presque normal que, effectivement, 30 ans après cette décomposition sans un coup de feu, on ait des conflits, et il y en aura peut-être d'autres avec d'autres frontières mal définies. Par exemple, on en aura en Asie centrale, on ne sait pas, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, ils ne sont peut-être pas très satisfaits de leurs frontières. Alors on fait vraiment les choses à moitié, on fait des mesurettes, parce qu'on va aider les Ukrainiens, mais on n'intervient pas, on prend donc des mesures économiques qui ne gênent pas du tout les Russes, au contraire, qui les enrichissent.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On maintient les Ukrainiens dans l'illusion qu'ils peuvent reconquérir tous les territoires perdus, qu'ils peuvent même reconquérir la Crimée. Donc on est quand même un petit peu co-responsable de toutes ces destructions, de cette guerre qui s'éternise, qui n'en finit pas, avec des destructions et des morts tous les jours. Aussi, pourquoi ce conflit s'éternise? Pourquoi aussi il s'éternise à cause de nous? C'est qu'on ne sait pas ce que veulent les Russes. On n'a quand même jamais vu ça, hein. Il y a 6 mois de guerre, et on ne sait pas ce que veulent nos ennemis, hein, puisque ce sont nos ennemis. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne leur a jamais demandé. C'est sûr, hein, les Russes, Poutine, ils sont tellement affreux, on ne parle pas avec ces gens-là. On ne négocie pas avec ces gens-là. Donc on ne sait pas, on ne demande pas. Donc comment allons-nous pouvoir finir ce conflit? Avec quelle négociation? Puisqu'on ne sait pas ce que veulent les Russes. Alors à mon avis, moi les Russes, je pense que ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir ces 2 républiques russophones autonomes, hein, c'est avoir le Donbass, et puis je pense que ça leur suffirait. Est-ce que à un moment donné, bon, quand ils avaient attaqué Kiev ou quoi, est-ce qu'ils voulaient vraiment envahir toute l'Ukraine? Ça j'ai un petit peu des doutes, parce qu'à mon avis, c'est impossible à tenir. Mais justement, comme on n'a rien demandé aux Russes, on ne le saura jamais, peut-être dans 100 ans, quand tous ces dossiers sont classifiés. Mais pour moi, les Russes, ils savent qu'un jour, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, un jour, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Les Russes, ils savent très bien que c'est le moment ou jamais pour récupérer les Russes qui vivent en dehors de la Russie, les derniers peuples russes comme ça qui sont à la frontière, et les réintégrer dans la Russie. Et ce qui peut aussi faire durer la guerre, c'est Zelensky. Moi, j'ai l'impression que Zelensky, c'est un ancien acteur, il doit avoir un petit côté narcissique. Moi, j'ai l'impression qu'il s'éclate dans son rôle, il se sent très bien, et lui, il n'est pas pressé que ça finisse, parce que en fait, il aime le rôle d'homme providentiel qu'il est en train de jouer. Donc entre les mesurettes, de ne pas admettre qu'on est en guerre avec la Russie, de ne pas parler avec Poutine, et Zelensky qui est plein d'espoir et qui maintenant veut reprendre la Crimée, donc cette guerre n'est pas près de finir. Et le problème, c'est que s'il y a un accident nucléaire à la centrale de Zaporijia, nous serons toutes les personnes que j'ai citées, tout le monde sera co-responsable de cet incident. La sanction la plus importante et qui pour moi est la pire, c'est évidemment l'embargo sur le pétrole et le gaz russe. Nous allons nous sanctionner en croyant sanctionner la Russie. Alors notre président de la République nous a dit ça y est, hein, c'est la fin de l'abondance. Et évidemment le gros mensonge, c'est de nous dire voilà, on va avoir moins d'électricité parce qu'avec la canicule, on a produit moins d'électricité. Évidemment c'est un mensonge. En Russie, du gaz, il y en a en abondance. On pourrait avoir toute l'électricité qu'on veut. Alors évidemment, l'idéal, ça serait quand même d'avoir de l'électricité verte, mais ça c'est quelque chose qui est prévu pour dans 20 ou 30 ans. En attendant, on a besoin de produire de l'électricité et les Russes, ils ont construit 2 gazoducs pour nous livrer du gaz. Donc c'est vraiment absurde de se priver de ce gaz. Nos dirigeants, les dirigeants européens, ils ont joué aux apprentis sorciers. Il y a une expression qui est à la mode en ce moment, surtout pour parler d'Emmanuel Macron, c'est de dire hors sol. Ils sont hors sol. Quand il y a eu le début des opérations, ils n'ont pas réfléchi, ils se sont trop avancés. Ils ont peut-être fait du bluff, ils ont cru qu'avec toutes les mesures qu'ils ont annoncées le premier mois, la Russie allait se rétracter, et puis que tout reviendrait dans l'ordre, et puis tranquillement, on re-achèterait du gaz à la Russie. Alors l'Europe, c'est le continent des idées. Les USA ne sont pas le pays des idées. Eux, ils ont des idées, ils ont leurs valeurs, mais ils ont les moyens. Ils ont des matières premières, ils ont du pétrole, ils ont le gaz de schiste, ils ont les céréales autant qu'ils en veulent. Enfin, ils ont un pays ultra vaste. Nous, on n'a rien de tout ça. Donc pour les USA, c'est facile d'appliquer des sanctions. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi, évidemment. Pourquoi on a suivi? Parce qu'on a la langue coincée entre les fesses des Américains et on les suit partout où ils vont. On n'a pas réfléchi, il y a un monde réel, il y a un monde avec des réalités. Mais on a besoin de matériel. On ne peut pas se passer de matières premières. Vous avez des pays, évidemment, qui peuvent prospérer simplement avec de la matière grise, avec des services à haute valeur ajoutée. D'accord, mais alors ils ne jouent pas aux justiciers. Ils ne donnent pas de leçons aux autres pays. Donc c'est un choix à faire, vous faites un choix. Vous décidez de commercer avec le monde entier, de vendre vos technologies avec le monde entier parce que vous avez besoin d'acheter au monde entier leurs ressources, mais alors vous en prenez pas à ces pays. Vous êtes dans une sorte de neutralité.
Vous ne pouvez pas vous opposer à ceux qui nourrissent en quelque sorte votre industrie. Mais nous, on se rend bien compte, et d'ailleurs cette situation, elle a mis à nu notre situation. Hein. Vous voyez l'euro dégringole maintenant, il est passé sous la parité avec $1. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de la faiblesse de l'Europe. C'est quelque chose qui est devenu vraiment visible, mondialement visible. Et une autre preuve que tout se passe dans notre tête, qu'on est devenu trop dans un monde dématérialisé, on oublie l'essentiel, c'est quand, pareil, au début du conflit, on nous a parlé de l'arme atomique financière. Donc c'était de déconnecter toutes les entreprises et les banques russes d'un système international de paiement, hein, le système SWIFT, qui permet à toutes ces entreprises, toutes les banques, d'échanger des capitaux entre elles. Et donc on a cru que ça y est, l'économie russe allait s'arrêter du jour au lendemain. Comme si, à notre époque, il n'y avait pas moyen d'échanger de l'argent par un autre moyen que ce système SWIFT. Ça montre quand même qu'il y a une certaine naïveté, et il y a une trop grande confiance dans certains organismes, et on ne se rend pas compte que le monde il est beaucoup plus vaste que tout ce qui se passe en Europe. Nos dirigeants, ils sont inquiétants là-dessus. Hein. Le jour où ils ont déconnecté SWIFT, ils étaient comme ça, à pavoiser, ils avaient vraiment l'impression qu'ils avaient gagné la guerre. Pour moi, le pire, alors oui, on aura peut-être des coupures une fois par semaine, on va avoir froid, les villes la nuit seront tristounettes parce que tous les éclairages publics seront éteints, mais on arrivera à passer au travers. D'ailleurs, on est en train de battre la campagne, de sillonner le monde entier pour trouver du gaz de remplacement, et apparemment ça marche bien. Mais à quel prix? C'est-à-dire que les valeurs qu'on dit défendre et pour lesquelles on s'oppose et on ne veut plus acheter le gaz à la Russie, on les bafoue pour acheter du gaz et du pétrole à d'autres pays. D'autres pays qui pareil, ne respectent pas les valeurs pour lesquelles nous sommes en guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seules concessions, on fait aussi des concessions écologiques, puisqu'on va réouvrir les centrales à charbon. En Allemagne, ça a commencé. Là, en France, ça y est, on va commencer à remettre le charbon dans les chaudières pour créer l'électricité. On parle déjà, dès le mois d'octobre, on va avoir de l'électricité créée au charbon. Donc on va contre nos valeurs. Alors comme cette alliance avec la Russie, elle est finie, on peut se poser la question, comment l'Union européenne va-t-elle se maintenir dans les décennies qui viennent, justement sans cette énergie? Parce qu'on ne va pas pouvoir tous les ans aller gratter dans tous les coins un peu de gaz ici, un peu de pétrole là, pour remplir nos cuves tout juste pour passer l'hiver. C'est pas possible. On a construit Nord Stream 1 et Nord Stream 2 pour être alimentés en permanence en gaz, pour au moins assurer cette transition écologique. Et là, on se prive de ça. Et j'aimerais savoir comment, en gratouillant comme ça tous les ans, comme des mendiants, on va pouvoir s'en sortir. Surtout qu'il y a d'autres pays qui vont arriver sur le marché, qui eux aussi vont aller demander à l'Arabie Saoudite des surplus, au Qatar, à l'Algérie d'avoir un peu plus de gaz. Il va y avoir des moments où le Nigeria va être un pays qui ne va plus exporter de pétrole peut-être. Quand ils seront 300-400 millions d'habitants, ils vont forcément se développer. Donc il va y avoir des nouvelles zones d'influence extraordinaires, comme l'Inde, l'Indonésie. Il va y avoir des blocs énormes. Et nous, on ne va pas arrêter de rétrograder dans le classement. On ne va pas pouvoir se maintenir comme ça, États-Unis, Chine, Union européenne. Si on n'a pas ne serait-ce qu'au moins de l'énergie qui arrive simplement et qui ne coûte pas cher. Je suis très pessimiste pour l'Union européenne dans les décennies qui viennent. Si elle n'est pas adossée à un vrai allié, la Russie aurait pu être un vrai allié, puisque elle aussi elle a besoin de nous. Les États-Unis, c'est pas un vrai allié parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Plus ils nous regardent plus comme des vassaux, mais ce ne sont pas des vrais alliés. Donc je suis très pessimiste et on peut vraiment espérer que cette période où l'Union européenne et la Russie vont être séparées, que ça dure le moins longtemps possible. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Évidemment, j'attends tous vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao!